Bonjour. Dans cette seconde vidéo consacrée à la théorie des cordes et des brânes, je vais vous parler d'un modèle de cosmogénèse qui en découle, qu'on appelle le modèle ekpyrotique. Je vous parlerai ensuite de ce que deviennent les trous noirs dans la théorie pour me livrer à la fin à une critique assez sévère de ces belles théories, tant sur le plan conceptuel que sur celui de ses vérifications expérimentales. Comme j'ai essayé de l'expliquer dans la vidéo précédente, la théorie des supercordes, ou la théorie des brânes, offre une explication possible au problème de la hiérarchie, c'est-à-dire donc pourquoi l'interaction gravitationnelle est tellement moins intense que les trois autres interactions fondamentales, du moins dans notre espace-temps ordinaire à 3 plus 1 dimension. Mais la théorie des brânes, elle a pour ambition supplémentaire de jeter un éclairage nouveau sur une autre zone d'ombre fondamentale de la cosmologie, à savoir l'origine et l'évolution de l'univers. Alors dans la Grèce antique, sous l'impulsion de penseurs comme Héraclite, a émergé l'idée en fait que notre univers aurait démarré dans une grande explosion de feu, suivie par une destruction, puis une renaissance, et ainsi de suite. Eh bien, c'est avec une idée analogue que des physiciens cordistes, disons, ont bâti un nouveau modèle cosmologique, qualifié donc d'ekpyrotique. Alors, ça vient d'un mot grec qui signifie conflagration. Alors, développé en fait depuis 2001 par Justin Khoury et Paul Steinhardt, qui sont de l'université de Princeton, et puis également Neil Turok de l'université de Cambridge, eh bien, le modèle est fondé sur l'idée que notre univers, donc c'est une trois branes, je rappelle, hein, une brane à 3 dimensions, donc flottant à proximité d'une autre brane dans un espace donc de dimension supérieure, puisque l'espace fondamental a une dizaine de dimensions spatiales. Alors notre brane attire, et elle est attirée par les branes voisines. L'espace qui les sépare se comporte comme une sorte de ressort, ce qui les conduit à entrer en collision, tandis qu'elles se contractent. Alors l'énergie du choc est convertie en matière et en rayonnement, et ce serait le Big Bang, vu depuis notre brane. Ensuite, les branes rebondissent l'une sur l'autre, et l'espace subit alors une expansion accélérée, ce qui est effectivement observé aujourd'hui. Alors dans une variante de ce modèle ekpyrotique, qui quand même, il faut bien le reconnaître, contient beaucoup de paramètres libres, donc on peut lui faire dire beaucoup de choses, eh bien les collisions se produisent de façon cyclique. Alors par exemple, deux d'entre elles se rencontrent, enfin deux branes se rencontrent, rebondissent et s'écartent avant de retomber l'une sur l'autre, et ainsi de suite. Et entre ces collisions, eh bien les branes se dilatent continuellement, à l'exception d'une phase de contraction juste avant le choc. Donc l'expansion ralentit quand les branes s'écartent et accélère lorsqu'elles se rapprochent à nouveau, de sorte que la phase actuelle d'accélération de l'expansion annoncerait en fait une prochaine collision entre branes. Alors on retrouve de façon inattendue le concept d'univers phénix, renaissant périodiquement de ses cendres, que les pionniers de la cosmologie relativiste, Alexandre Friedmann et Georges Lemaître, avaient déjà envisagé dans les années 1920-1930. J'en ai un petit peu parlé dans une vidéo précédente. Alors dans ce scénario ekpyrotique, donc le Big Bang finalement n'est plus qu'une sorte de péripétie de la grande histoire cosmique, parce que si l'espace fondamental est un gaz de Brane, celle-ci ne cesse de se percuter, de se croiser, chacune de ces rencontres suscitant, en tout cas vu depuis l'une des branes, suscitant donc l'illusion d'un Big Bang. L'accélération actuelle de l'expansion de notre univers étant due à un rapprochement entre deux branes, il n'y aurait plus besoin de faire appel à cette mystérieuse énergie sombre. Et le modèle s'offre même le luxe de n'invoquer aucun processus analogue à l'inflation. Alors il offre surtout la possibilité aussi d'être mis à l'épreuve expérimentale par des prédictions éventuellement observables,
Par exemple, donc, en tant qu'alternative au mécanisme de l'inflation, le modèle prévoit l'absence de mode de polarisation particulier des zones gravitationnelles primordiales, qu'on appelle donc les modes B. J'ai eu également l'occasion d'en parler dans mes vidéos sur l'inflation. Et donc, si les observations montraient effectivement une telle polarisation B dans le rayonnement fossile, le modèle équipyrotique serait éliminé. Donc, pour l'instant, rien n'a été détecté et il survit. Voilà. Puis évidemment, ce n'est pas parce que les modes B ne sont pas détectés que le modèle pyrotique sera prouvé, puisque des quantités d'autres modèles ne prévoient pas non plus les modes B. Alors intéressons-nous maintenant au statut des trous noirs dans la théorie des cordes et des branes. Oui, parce que la relativité générale, ce n'est pas la seule théorie de la gravitation qui prédit l'existence des trous noirs. En effet, comme les trous noirs représentent l'aboutissement inéluctable d'états où la gravité domine finalement sur toutes les autres interactions, eh bien, ils existent également dans la plupart des autres théories plausibles, disons, de la gravité, en ayant simplement des propriétés plus ou moins différentes. Alors c'est ainsi qu'en 1996, deux chercheurs de l'université de Harvard, qui s'appellent Andrew Strominger et Kumrun Vafa, ont considéré le trou noir comme en fait un immense enchevêtrement de cordes, une sorte de pelote de cordes, si vous voulez. Et alors, en comptant les états quantiques associés aux différentes vibrations des cordes, ils ont pu retrouver la fameuse formule de Bekenstein-Hawking, dont j'ai parlé à maintes reprises, celle qui donne, si vous en souvenez, l'entropie d'un trou noir en fonction de l'aire de son horizon des événements, et puis ça donne aussi donc la température en fonction de la gravité de surface, et finalement les caractéristiques du rayonnement de Hawking lié donc à l'évaporation quantique des micro-trous noirs. Alors avant même de développer la théorie des cordes, les physiciens avaient imaginé qu'un trou noir suffisamment petit pouvait s'évaporer selon un spectre, disons, de particules massives, sans présenter de champ gravitationnel classique conduisant à ce qu'on appelle une singularité nue. Donc les théories des cordes donnent un moyen de comprendre conceptuellement au moins ce qui pourrait se produire. Le trou noir émet des particules, et dans la limite des très hautes énergies, il émet tout un spectre de cordes. En fait. Et la température des cordes est proportionnelle à leur masse. La température du trou noir ne peut pas dépasser celle des cordes dont il est constitué. Et donc, quand la température du trou noir, au début, est basse, on retrouve l'émission de particules ponctuelles, comme dans le rayonnement Hawking habituel. Et lorsque la température du trou noir monte et devient comparable à celle des cordes, son émission devient dominée par l'évaporation des cordes très massives. Et donc, en fait, on ne peut plus vraiment faire la distinction entre le trou noir et les cordes qui le constituent. En quelque sorte, il y a une sorte de changement de phase en fait entre le trou noir et les cordes, qui ressemble à une sorte de transition de phase en fait dans un liquide. Voilà. Où cette fois-ci, donc, le trou noir apparaîtrait comme l'état condensé et la corde comme l'état gazeux. La transition se passerait alors lorsque le rayon du trou noir en rétrécissement atteindrait la longueur fondamentale d'une corde, qui, selon les modèles, je le rappelle, peut être aussi petite que la longueur de Planck, mais peut monter jusqu'à, par exemple, 10 puissance moins 18 cm. Alors de cette façon, l'évaporation d'un trou noir ne ferait plus apparaître de température infinie, comme c'est le cas dans la théorie des particules ponctuelles. Et puis en plus, l'information tombée dans le trou noir et stockée sous forme de vibrations de cordes pourrait éventuellement être intégralement récupérée, ce qui serait donc en accord avec les règles de la physique quantique, la règle de micro-réversibilité dont j'ai également parlé dans des vidéos précédentes. Alors notons enfin que les théorèmes qui interdisent la formation d'un trou de verre stable dans un espace-temps classique, ça ne s'applique pas aux géométries qui ont plus de 3 dimensions spatiales. Et donc, en théorie des cordes, il y a des trous de verre stables qui existent, qui peuvent être considérés comme des connexions entre des branes différentes. Et donc,
on retrouverait ici la possibilité de voyager dans l'espace-temps en utilisant des trous de verre traversables, des raccourcis. Mais simplement, le voyage ferait passer d'une brane d'univers à un autre, ce qui évidemment ne laisse guère d'espoir pour visiter les étoiles et les galaxies lointaines de notre propre univers. Bon, alors passons maintenant aux critiques, car déjà avec ce que je vous ai raconté, on peut effectivement se demander où on va avec la théorie des cordes. Alors, 40 ans après la publication de l'article de Green et Schwartz, il est temps de l'article sur qu'on appelait la première révolution des cordes, il est temps de poser la question. Est-ce que la théorie révèle-t-elle vraiment des lois profondes du réel? Voilà. Ou alors, est-ce que ce n'est qu'un beau mirage mathématique qui aurait fait s'égarer une génération entière de physiciens, comme le disent de plus en plus de détracteurs? Voilà. Alors je tiens à dire que même si c'est le cas, et vous verrez que je ne suis pas loin de penser que c'est le cas, il faut toujours penser que les développements mathématiques qui ont été liés au développement de la théorie des cordes, même si la théorie s'avère inexacte sur le plan de la physique, ce que je pense, ces développements mathématiques sont extraordinairement utiles pour explorer d'autres voies. Alors donc, voilà, bon, parvenu à ce stade, vous pourrez effectivement avoir le sentiment d'une grande dispersion d'idées, de concepts, qui vont un petit peu d'ailleurs à l'encontre du but initialement visé, que je rappelle, c'est l'unification de la physique. Voilà, et en fait, vous aurez raison de penser ça. Alors une raison, c'est qu'il n'y a pas une théorie des cordes, mais une quantité phénoménale, au point que, en fait, pour reprendre l'expression d'un physicien qui s'appelle Peter Voigt, eh bien cette théorie ne peut même pas être fausse. Alors un autre détracteur de la théorie des cordes, qui est Lis Moline, lui, il a comptabilisé 105 paramètres libres, c'est-à-dire ça veut dire que ce sont des paramètres qu'on peut ajuster arbitrairement, à volonté, sans avoir aucune contrainte expérimentale ou théorique, ce qui finalement implique qu'il y a au minimum 10 puissance 500, vous imaginez ce chiffre, hein, 10 puissance 500 variantes théoriques du formalisme des cordes et des supercordes, chaque solution correspondant à un modèle d'univers complètement différent. Donc c'est un nombre évidemment faramineux, qui est beaucoup plus grand, incroyablement plus grand que le nombre de particules élémentaires dans notre univers observable, qui n'est, si vous voulez, que de l'ordre de 10 puissance 80. Et donc, évidemment, il semble impossible de pouvoir faire le tri entre ces innombrables solutions pour déterminer laquelle correspondrait à notre univers, qui est le seul où l'on puisse faire des expériences. Et donc, la théorie des cordes ne serait ainsi ni prouvable ni réfutable. Et donc, elle n'obéirait pas aux critères habituels de ce que l'on pense être une bonne théorie scientifique. Voilà, en tout cas, c'est la position de chercheurs comme Peter Voigt, Paul Steinhardt ou encore George Ellis. Et donc cette position soulève évidemment bien des remous dans la communauté. Et je suis quand même enclin à partager cette position critique, malgré, je l'ai dit, les perspectives quand même fascinantes qui sont ouvertes par la théorie, comme les formes de multivers, l'holographie et tout un ensemble d'autres conséquences et les dimensions supplémentaires. Alors force est quand même de constater qu'aujourd'hui, les physiciens qui croient encore à la théorie des cordes, il y en a beaucoup, voilà, ils le font pour des raisons formelles, et pour certains d'entre eux, je dois le dire, pas très éloignés, comment dire, d'une forme de religion. Alors par exemple, l'un des papes de la théorie, qui est l'américain Leonard Susskind, lui, il argumente que les 10 puissance 500 solutions, c'est-à-dire univers hypothétiques de la théorie des cordes, mais ne sont pas virtuels, mais existent vraiment, et forment donc le paysage du multivers. J'en ai parlé dans la vidéo sur le multivers. Alors Susskind, bon, s'il est unanimement reconnu comme un physicien très brillant, voilà, mais aussi, on sait bien qu'il a un ego quelque peu surdimensionné. Bon, il rêve de devenir aussi célèbre que Stephen Hawking, et dans ses livres de vulgarisation, qui sont d'ailleurs réussis, il ne cesse de faire allusion aux rencontres qu'il a eues avec le savant britannique et aux controverses scientifiques qui les ont opposées, dont évidemment Susskind serait sorti vainqueur. Voilà.
Alors, une anecdote, bon, il y a quelques années, à l'occasion d'un colloque grand public à Rome, hein, où on était tous les deux orateurs, c'est ce qui est moi, eh ben, comme il ne parlait que théorie des cordes, ben, je lui ai quand même fait valoir les récents succès théoriques de la gravité quantique à boucle, hein, développés par A.B.H. Tekar et Carlo Rovelli, qui sont donc quand même des physiciens de tout premier plan. Et ce skin m'a répondu, qui ça, ce sont des physiciens? Bon, vous voyez un petit peu le bonhomme. Alors beaucoup plus discret, mais pas plus enclin à changer d'opinion, hein, Edward Witten, très brillant esprit, a pour sa part déclaré que malgré ses difficultés, ben, la théorie des cordes restait le seul candidat pour une physique unifiée. Et quand on lui oppose la non-réfutabilité de la théorie, il s'indigne carrément qu'on ne soit pas convaincu de la merveilleuse et incroyable consistance mathématique, de la remarquable beauté, de l'élégance de la théorie. Donc, en d'autres termes, pour lui, la théorie est trop belle pour être fausse. Voilà. Et quand on lui demande ce qu'il pense des théories d'unification alternatives ou des autres théories de gravité quantique, ben, il n'hésite pas à affirmer qu'il n'y a aucune autre suggestion compétitive. Voilà. L'une des raisons, selon lui, hein, c'est que les approches alternatives, les seules qui sont dignes d'intérêt, comme la théorie des twisters de Penrose ou la géométrie non commutative de Kohn, ben, en fait, elles devraient être considérées comme des cas particuliers du cadre vraiment universel qui est fourni par la théorie des supercordes, des Brane ou la métathéorie, la théorie M que Witten a proposée. Alors bon, si l'on entend par meilleure théorie celle qui a produit le plus d'articles, alors ça oui, effectivement, la théorie des cordes est bien la meilleure. Bon, mais c'est certainement pas la bonne façon de juger. Comment peut-on savoir si une théorie est meilleure qu'une autre s'il n'existe aucun test expérimental qui est susceptible de la comparer aux autres? Voilà, donc, alors prenons encore plus de recul. Bon, maintenant, ça fait 80 ans, finalement, que les physiciens ont réalisé que la mécanique quantique et la gravitation ne faisaient pas bon ménage, et ils n'ont toujours pas réussi à marier ces deux théories fondamentales, si tant est que ce soit possible de le faire. Alors, ces dernières décennies, les chercheurs ont simplifié le problème de la gravitation quantique, finalement, en deux grandes lignes de pensée principales, avec d'un côté la théorie des cordes, et de l'autre côté la gravité quantique à boucle. Alors, les partisans de chaque bord se battent depuis des années car ils estiment que les deux approches sont incompatibles. Alors c'est vrai que les différences conceptuelles sont évidentes et profondes. En premier lieu, la théorie des cordes présuppose un cadre d'espace-temps continu, fixe, absolu, c'est-à-dire de la même manière que la mécanique classique newtonienne et aussi la relativité restreinte. Le problème, c'est que pour être en accord avec les principes fondamentaux de la relativité générale, une théorie quantique de la gravitation ne devrait pas reposer sur un espace-temps donné a priori. Et donc, à cet égard, le formalisme des cordes paraît moins adapté que celui des boucles, même si 50 fois plus de chercheurs en ont fait leur sujet d'étude exclusif. Alors, en second lieu, il y a pas mal de problèmes techniques qui séparent donc les deux champs, les cordes et gravité à boucle. Alors, la théorie des cordes nécessite, je l'ai dit, que l'espace-temps soit continu et possède des dimensions supplémentaires, 10, 11, etc. Voilà. La gravitation quantique à boucle, elle, ne fonctionne pas avec des dimensions supérieures, mais elle fonctionne sur un espace-temps qui est discrétisé, discontinu, voilà, granulaire si vous voulez. Troisièmement, la théorie des cordes suppose la validité de la supersymétrie, cette règle en fait, qui stipulerait que les particules connues posséderaient toutes des partenaires, mais aucun d'entre eux n'a été découvert. J'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois. En revanche, la gravitation quantique à boucle n'invoque pas la supersymétrie. Donc, comme la supersymétrie, effectivement, n'a pas du tout été découverte dans le grand accélérateur du CERN, alors qu'elle aurait dû l'être normalement, eh bien évidemment, ça n'avantage pas la théorie des cordes par rapport à d'autres approches. Ce qui fait que finalement ces différences, et puis d'autres, je ne vais pas parler de tout, ont créé au fil du temps en fait des camps vraiment très retranchés. Alors, on avait des conférences et des physiciens adeptes de l'une ou l'autre théorie, elles sont différentes. Voilà.
pendant longtemps d'ailleurs les théoriciens des cordes, qui occupaient en fait la position dominante pendant 20 ou 30 ans même, ils ne voulaient même pas entendre parler de la gravité quantique à boucle. Souvenez-vous de l'anecdote de Susskind que je vous ai racontée. Voilà. Alors c'est vrai qu'en plus les ouvrages un peu critiques et polémiques contre la théorie des cordes, écrits par Lis Moline, Peter Voigt et quelques autres, ben, ça n'a pas arrangé les choses. Voilà. Or, de fait, hein, la plus grande différence entre les deux théories, ben, c'est peut-être plutôt la manière en fait de définir les questions. Et finalement, le conflit entre les deux pourrait finalement s'avérer plus sociologique que scientifique. Alors heureusement, ben, les chercheurs de la nouvelle génération font preuve peut-être d'une plus grande ouverture d'esprit que leurs aînés, et certains même commencent à discuter d'une possible compatibilité entre la théorie des cordes et d'autres approches de gravitation quantique, comme la gravité quantique à boucle ou la géométrie non commutative, qui finalement seraient toutes des faces d'une même pièce. Alors, à l'appui de cette idée pacificatrice, disons, il y a des outils mathématiques communs. Bon, alors pour ma part, quand même, je n'y crois pas trop. Alors pour au moins trois raisons. D'abord, au-delà des techniques mathématiques, hein, qui sont effectivement utilisables dans plusieurs approches différentes de la gravité quantique, il y a quand même cette différence quasiment ontologique entre les théories dont la formulation dépend de la géométrie de fond, la géométrie de fond fixe, comme la théorie des cordes, et celle dont la formulation n'en dépend pas, on est les théories indépendantes du fond, comme la gravité quantique à boucle, les ensembles causaux et tout un ensemble d'autres théories. Ensuite, il y a l'argument de la non-réfutabilité de la théorie des cordes. Ben, il ne tient pas vraiment, en fait. Hein. Ben, comme je vais le dire un peu plus loin, en fait, il y a des indices expérimentaux récents qui la mettent très sérieusement en difficulté. Donc, elle serait falsifiable et réfutable. Enfin, pourquoi se cantonner sempiternellement à comparer, effectivement, généralement, on compare juste les deux principales théories rivales, les cordes et la gravité quantique à boucle, alors que une bonne poignée d'autres ne sont pas moins dignes d'intérêt. Ben, j'en ai parlé, peut-être pas encore de toutes, la géométrie non commutative qui m'a préféré, les ensembles causaux, j'en ai pas encore parlé, je ne sais pas si je le ferai, les triangulations dynamiques causales, la gravité à sécurité asymptotique, je n'en ai pas encore parlé, la gravité émergente, j'en ai parlé, ainsi de suite. Bon. Alors un indice que la théorie des cordes pourrait être crédible aurait pu venir en fait des expériences au grand accélérateur de particules du CERN avec la mise en évidence donc de particules supersymétriques qui apparaîtraient à haute énergie. Alors comme je l'ai dit, ben, on sait aujourd'hui que c'est un échec cuisant pour la supersymétrie sur laquelle donc est bâtie vraiment la théorie des supercordes. Voilà. Mais bon, en fait, les tenants disent que les modèles de supersymétrie ont suffisamment de paramètres libres pour qu'en fait on peut toujours repousser, trouver une variante de la théorie qui repousse la détection de particules supersymétriques toujours plus haut à des énergies qui restent encore inaccessibles au LHC. Voilà, on met la poussière sous le tapis en quelque sorte. Alors une contrainte expérimentale plus forte et inattendue sur la théorie des cordes, dont on a peu parlé, et que je trouve assez forte, elle est venue en 2018 de l'observation d'un événement, l'événement qu'on appelle GW170817, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un événement qui a été détecté le 17 août 2017 sous forme d'un événement gravitationnel, GW, Gravitational Wave. Alors en fait, l'événement, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'il a d'abord été détecté sous forme d'ondes gravitationnelles par les interféromètres, LIGO et Virgo, puis sous forme lumineuse, c'est-à-dire électromagnétique. Et il était situé au sein d'une galaxie qu'on a pu identifier, la galaxie NGC 4993. Et ça a été suivi par 70 observatoires électromagnétiques, au sol et dans l'espace. Donc c'était la première détection d'ondes gravitationnelles pour laquelle une contrepartie électromagnétique a été détectée. Parce que les précédents événements captés par LIGO et Virgo, qui étaient associés à des fusions de trous noirs stellaires, avaient donné qu'un signal purement gravitationnel. Donc en fait, celui-là, GW170817, s'est interprété comme la fusion, non pas
de trous noirs, mais de deux étoiles à neutrons, qui d'ailleurs ont probablement formé un petit trou noir stellaire, mais ont donné, donc, qui a donné donc un premier signal gravitationnel, mais du coup qui a été suivi d'un puissant sursaut électromagnétique dans le domaine des très hautes énergies, les rayons gamma, suivi d'une émission lumineuse dans les domaines de plus faible longueur d'onde, à mesure que l'énergie a diminué, donc les domaines ultraviolets, visibles et proches infrarouges. Et c'est là où tous les 70 télescopes se sont mis en route pour suivre cette évolution décroissante de la luminosité de cet événement. Alors cette observation extraordinaire fournit en fait plusieurs tests originaux sur les théories de gravitation. Alors, comme justement je l'ai dit dans la vidéo précédente, la théorie des cordes donc, suppose l'existence de dimensions supplémentaires de l'espace dans lesquelles seule la gravité se propage. Ce qui permet, je le répète, donc éventuellement de donner une solution possible au problème de la hiérarchie. Pourquoi la gravité nous semble si faible dans nos dimensions à nous? Parce qu'en fait, elle est répartie dans les autres dimensions. Voilà. Alors, si c'est le cas, eh les ondes gravitationnelles qui ont été émises lors de cet événement, GW 170817, elles devraient fuiter en quelque sorte, en partie en tout cas, dans les dimensions supplémentaires, et donc conduisant à une diminution d'amplitude des ondes qui sont, elles, observées dans notre espace-temps habituel, ordinaire. Voilà. Et donc, ça introduirait une erreur dans la mesure de la distance de la source déduite de son signal gravitationnel. En revanche, les ondes électromagnétiques, elles, émises également par le même événement, ne se propagent pas du tout dans les dimensions supplémentaires, selon la théorie, évidemment, et donc elles ne sont pas affectées. Donc on peut comparer les deux. Eh bien, en 2018, une équipe de chercheurs américains a eu l'idée de comparer la distance de GW 170817 déduite des ondes gravitationnelles avec la distance déduite de la contrepartie électromagnétique, qui, je le répète, a été identifiée au télescope de façon certaine avec la galaxie NGC 4993, dont on peut mesurer la distance par le décalage spectral, pour voir s'il y avait une différence. Eh bien, les deux distances ont été trouvées égales, à mieux que 1% près. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de fuite dans les dimensions supplémentaires de l'espace et que les ondes gravitationnelles semblent bel et bien se propager dans un espace-temps de dimension 3 plus 1, comme on s'y attend en relativité générale classique. Alors vous vous souvenez de la belle anagramme, la théorie des supercordes, de la poussière d'orchestre, peut-être balayée, la poussière d'orchestre.